Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette troisième rencontre déjà organisée dans le cadre de l'exposition Illusion, une exposition qui est proposée par le Centre d'action laïque Place Xavier Nogent à Liège et qui est prolongée, rappelons-le, jusqu'au dimanche 4 juillet inclus. Alors, le titre de cette troisième rencontre qu'on vous propose en ce début d'après-midi, c'est l'éducation à l'esprit critique, un enjeu de société. Mais avant de vous présenter nos invités et le déroulé de cet après-midi, de cette rencontre, je vais passer sans attendre la parole à Cécile Partouns, qui est la directrice du Centre d'action laïque de la province de Liège. Bonjour Cécile. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et tous. Le Centre d'action laïque de la province de Liège est très attaché au fonctionnement démocratique de notre société et il voit dans le débat contradictoire l'oxygène nécessaire et indispensable à une démocratie qui soit vivante et qui soit respectueuse de la diversité. Alors, si c'est bien des débats qu'on veut et non pas des joutes oratoires assassines et polarisées, il nous semble très important d'insister sur la notion d'esprit critique, voire carrément de la réhabilité. Et donc, c'est l'objet du travail de mes collègues depuis de nombreuses années. C'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Ils vont avoir le plaisir d'échanger avec vous sur l'expérience qu'ils ont et les réflexions que leur amène tout ce travail. Ils vont échanger avec vous, mais aussi avec nos deux invités, Yael Nazé et Adrien Bailly, que je souhaite vraiment remercier très chaleureusement du temps qu'ils nous consacrent aujourd'hui. Je ne serai pas plus longue et je nous souhaite à tous de chouettes réflexions et de bons échanges. Voilà, bel après-midi. Merci beaucoup Cécile. Mais avant de débuter, comme d'habitude, je vais quand même vous donner 2-3 informations techniques et pratiques par rapport à cette rencontre. Alors, normalement, les choses devraient se dérouler en à peu près 1 heure et demie. Comme ça, vous avez déjà une idée de la durée de cette rencontre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser le questionnaire Zoom, soit le questionnaire Zoom, soit si vous nous suivez sur Facebook en direct, vous pouvez également réagir dans les commentaires Facebook. Sarah Gemli et Gérardine Nutilé sont là en coulisses pour récupérer ces questions et les renvoyer vers ma propre personne afin que je puisse les relayer aux différents intervenants. Et également, ne pas oublier de vous rappeler que cette rencontre sera disponible en replay, en rattrapage, à la fois sur le site Facebook du Centre d'action laïque de la province de Liège, ainsi que sur le site de l'exposition, qui, je rappelle, est www.illusion-expo.be. Voilà. L'éducation à l'esprit critique, un enjeu de société, c'est un fameux programme pour cette troisième rencontre et comme l'a dit Cécile, 4 intervenants vont nous permettre d'évoquer cette thématique. Tout d'abord, nous aurons le plaisir d'échanger avec Yael Nazé, astrophysicienne, professeure de l'ULG en charge d'un cours d'introduction à la pensée critique. À ses côtés, on retrouvera Adrien Bailly, qui a d'abord obtenu un master en gestion financière et puis qui, par la suite, a refait une formation de psychologue en neurosciences et qui est fondateur, lui, de Synapse. C'est une société qui étudie notre intelligence émotionnelle, un concept qu'il nous expliquera tout à l'heure, bien sûr. Alors, tous les deux, j'espère également, évoqueront l'importance de l'éducation à l'esprit critique dans notre société et les différentes rencontres et des exemples, des anecdotes liées à cet esprit critique qu'ils rencontrent au quotidien. Mais avant cette rencontre avec nos deux invités, je vous propose de découvrir en compagnie d'un coordinateur et d'un animateur de l'équipe animation du Centre d'action laïque de la province de Liège, un document qui s'intitule « Sensibiliser à l'esprit critique » et qui est un carnet de bord, en fait, qui évoque un peu plus de 10 ans d'activités nombreuses et variées. Alors, ce carnet de bord, il est disponible en ligne. Je vous donnerai le lien Internet via la discussion dans quelques instants. Et c'est d'une part Stéphane Howard, qui est le coordinateur de l'équipe animation, et Jean-Denis Tourneur, qui est l'un des animateurs, créateurs, concepteurs des différentes expositions et des animations proposées par cette équipe, qui nous rejoignent, qui sont là et qui vont pouvoir répondre à quelques-unes des questions que je me suis posé au fil de la découverte de ce carnet de bord. Alors, bonjour Stéphane et bonjour Jean-Denis d'abord. Bonjour. 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 Alors, sans attendre, première question, vous dites vous-même que ce carnet de bord, ce n'est pas un mode d'emploi.
Mais alors, si ce n'est pas un mode d'emploi, c'est quoi exactement? Alors, déjà, au-delà de la petite allusion au côté surréaliste et belge, ceci n'est pas, ceci n'est bel et bien pas un mode d'emploi dans le sens où c'est avant tout un partage et que surtout, il ne vise pas à être directif et à dire voilà comment ça doit fonctionner de A à Z et par ceci, par cela. C'est plus un partage d'expérience, c'est plus des réflexions et c'est plus vraiment donner des pistes et on en parlera après des outils pour aborder ces thématiques-là, mais en rien quelque chose de directif ou de prescriptif, et beaucoup plus un outil d'échange et de réflexion. Très bien, merci. Et en fait, quel a été donc ça fait plus de 10 ans maintenant que vous travaillez sur le sujet, et quel a été vraiment le fil rouge de votre travail, et de quelle manière est-ce que s'articule ce travail lié à l'esprit critique et plus largement aux médias et à d'autres sujets que vous avez pu aborder? C'est une question, je pense, pour Jean-Denis. Merci Christophe, je reconnais bien là la pertinence des questions. Alors, bien évidemment, l'esprit critique, je ne surprendrai personne, c'était vraiment le fil rouge de ces 10 années d'animation. Nous sommes assez vite rendus compte, au gré des différentes animations, des différents publics que nous avions en face de nous, publics variés tant par l'âge que par l'origine, qu'elle soit socio-professionnelle. Et donc, assez rapidement, nous nous sommes rendus compte que si les personnes avaient des outils, elles oubliaient la plupart du temps de s'en servir. Donc, il nous est apparu opportun de créer vraiment des espaces de discussion où chacun se sentirait légitime pour exprimer en tout cas son opinion et que chacune des opinions recueillies soit mise au centre vraiment de la discussion afin que chacun puisse se saisir de l'intelligence collective pour se forger sa propre opinion par rapport à une thématique, quelle que soit la thématique qu'on y abordait d'ailleurs. Celles-ci ont été extrêmement variées, ça allait des plaisirs d'amour en passant par la mondialisation de l'alimentation ou bien évidemment les médias. C'était notre premier gros chantier, c'est de créer une exposition qui permettait de comprendre finalement comment se crée l'information, comment nous la recevions et comment aussi, maintenant avec les technologies actuelles, nous étions devenus toutes et tous des créateurs d'informations. Alors prendre le temps de la réflexion, interroger ces représentations des différentes thématiques abordées, c'était la méthode que nous avons utilisée. Cécile, tout à l'heure, a évoqué le besoin de remettre le débat au centre des préoccupations, débat non pas vu comme étant forcément une opposition où chacun essaye d'imposer sa vision des choses à l'autre, mais plutôt un débat qui va confronter les idées afin que chacun puisse se nourrir de la diversité, finalement. Et en fait, on peut dire aussi que votre travail s'articule d'une part à travers des expositions, vous l'avez cité, mais aussi sur peut-être une échelle plus intime presque, où vous avez travaillé à la fois dans des classes, avec des associations, etc. Comment est-ce que vous avez articulé ces deux échelles finalement de votre travail? Alors, pour ce qui concerne le travail au sein des écoles, il faut savoir que souvent, nous répondons à des demandes ou nous proposons nous-mêmes différentes thématiques aux écoles. Alors, bien sûr, l'éducation aux médias fait partie des interventions que nous proposons, mais nous sommes aussi intervenus quelquefois par rapport à des problèmes d'addiction. Des directions nous demandaient d'intervenir en disant tiens, on a chopé un élève en train de dealer, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors nous, évidemment, on ne vient pas avec des solutions toutes faites, on vient avant tout ouvrir un espace de réflexion. Ça, c'est la première chose. Intervention ponctuelle dans les écoles, mais aussi très vite est né dans notre esprit le besoin de créer nos propres expositions qui permettraient à ce moment-là de recevoir un public beaucoup plus large que le public scolaire et amener les gens, encore une fois, à se poser des questions par rapport à différentes thématiques, que ce soit en lien avec des expos diffusés à la Cité Miroir, par exemple, ou alors des créations
de nos propres expositions. J'évoquais tout à l'heure Voyage au centre de l'info, qui était notre première réalisation entièrement conçue en interne avec une collaboration interservice, il est bon de le rappeler. Donc voilà les deux axes sur lesquels nous avons travaillé, des interventions plutôt ponctuelles au sein des groupes classes et d'autre part des expositions qui sont amenées à voyager et à faire leur chemin en vivant leur propre expérience, en permettant à d'autres de se saisir des quelques pistes de réflexion que nous suscitons chaque fois. Le but des expositions étant bien sûr que les gens ressortent à la limite avec plus de questions sur la thématique qu'ils en avaient en arrivant. Très bien, merci. Et donc, en fait, vous parlez d'esprit critique, mais donc vous avez quand même assez de recul maintenant, enfin une part de recul par rapport à cet esprit critique. Est-ce que la situation, le lien entre les citoyens et leur esprit critique a évolué sur ces 10 dernières années ou un peu plus de 10 ans de travail, Stéphane? Alors, c'est une question évidemment très complexe et un peu piège, merci. Non, mais honnêtement, c'est très difficile de se positionner là-dessus. Ce qu'on a pu remarquer ces dernières années, donc il y a 10 ans d'ici, on parlait de l'éducation aux médias et à l'esprit critique, mais un petit peu. C'était pas encore vraiment quelque chose dont les pouvoirs publics ou en tout cas les institutions avaient pris conscience et ça n'était pas encore vraiment intégré tel quel dans certains programmes, etc. Que maintenant, c'est le cas, même si ça ne se passe pas encore tout à fait comme on voudrait, mais comme toujours, la machine se met progressivement en route. Donc, l'esprit critique, c'est un peu comme la nuance, c'est un peu comme tout le reste. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Est-ce que ça a jamais existé? Est-ce que le fait de se dire on veut remettre au goût du jour l'esprit critique, l'a-t-il jamais été? Ça, ce sont de très vastes questions. Donc, quand on dit comment est-ce que ça évolue en 10 ans, ben, je crois qu'il y a notamment quand même si au départ, Jean-Denis évoquait Voyage au centre de l'info, donc pour ceux qui découvriront le carnet ou qui ont connu l'exposition, parce qu'il a quand même pas mal voyagé, on a très vite compris qu'il fallait qu'on revienne aux fondamentaux, ce qu'on a fait ici avec Illusion également, hein, c'est revenir à la question du point de vue au final. Donc le point de vue, c'est quoi? C'est ce où on se place pour voir quelque chose, et donc à partir de là, toute la, toute la séquence d'interprétation, de décodage du monde, etc., se met en place. Et c'est dès la première vision que l'esprit critique devrait se mettre en route, évidemment. Alors après, est-ce qu'on est conscient de ça ou pas? Je pense que c'est la géométrie variable aussi. Je pense qu'il y a une grosse application aussi aujourd'hui des réseaux sociaux, notamment, qui sont très souvent pointés du doigt comme étant la source de tous les maux, comme le sont aussi les jeux vidéo, comme l'a été à l'époque la radio ou la télévision ou chaque nouveau média. Mais effectivement, il faut quand même constater qu'il y a, au cours de ces 10 dernières années, quand même eu, me semble-t-il, en tout cas, en toute modestie, une évolution de la manière dont les choses sont aujourd'hui perçues, puisque simplifié et amplifié par je dirais, la caisse de résonance des réseaux sociaux. Mais ça ne concerne encore une fois que les gens qui y sont, qui portent vraiment du crédit, de l'importance et qui jouent ce jeu-là. Encore une fois, il y a toute une majorité silencieuse dont au final, on ne sait que peu de choses. On la fantasme beaucoup, on lui prête beaucoup d'attention. Mais voilà, donc pour répondre à la question, comment a évolué l'esprit critique en 10 ans, j'ai envie de dire qu'il n'a probablement pas évolué plus que dans les plusieurs milliers d'années précédant la présence de Sapiens sur Terre. Mais bon, voilà, puisqu'au final, le plus petit commun dénominateur de tout ça, ça reste l'humain et nous-mêmes. Donc il faut savoir être humble par rapport à ça, savoir se remettre en question et l'autocritique. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose dont on va beaucoup parler ici dans cette rencontre, parce que c'est assez central, je pense, sur les choses sur lesquelles chacun d'entre nous se penche. C'est bien que vous parliez d'humain parce que du coup, je vais pouvoir rebondir sur une question par rapport à une approche humaine et une approche presque individuelle de vos animations. Est-ce que vous avez, peut-être Jean-Denis, des exemples d'anecdotes particulières liées à ces 10 ans de travail avec un public, si j'ai bien compris, qui est très large, qui va être très jeune ou plus âgé. Et dans ces anecdotes, quel est le lien finalement entre ces anecdotes, ces rencontres et l'évolution de votre travail pendant ces 10 années?
Ce qu'il y a de fascinant, je trouve, dans notre travail, c'est que nous n'avons pas des animations clés sur porte, mais que chaque fois, nous devons nous adapter au public. Ce qu'il y a d'intéressant, encore une fois, c'est que l'on se rend compte que dès qu'on aborde une expression sous quelque forme que ce soit, les publics vont projeter quelque part leur vécu, leur représentation de la thématique abordée en fonction de leur milieu, en fonction de leur centre d'intérêt. Ce qui veut dire que chaque fois, nous allons obtenir des pistes de réflexion très différentes. Et alors, au gré des publics variés que nous rencontrons, ça nous permet, nous aussi, d'avoir une approche un petit peu plus complète, un petit peu plus transversale d'une thématique. Un exemple bien précis, nous évoquions tout à l'heure Voyage au centre de l'info. Il faut savoir que la première activité que nous proposons au sein de cette exposition, c'est tout simplement de découvrir une scène tout à fait anodine qui a été photographiée de 4 points de vue différents. Alors, il est déjà fascinant de voir combien les publics vont projeter sur une seule des images représentant bien sûr un seul point de vue, vont déjà parfois ne pas être d'accord sur l'interprétation qu'ils vont faire. Donc ici, on est déjà avec l'idée que chacun éprouve le besoin d'interpréter une information. Ça, c'est bien sûr évoqué dans l'exposition Illusion, c'est que notre cerveau, dès qu'il reçoit une information, tout de suite, il ne peut pas s'empêcher de l'interpréter, de faire des analogies avec ce qu'il connaît déjà. Et donc, si par exemple nous recevons des élèves en carrosserie, eh bien, ils vont peut-être se disputer pour savoir de quelle année date la voiture qui est représentée là-bas sur la photo. Si nous avons des étudiants en sociologie, eux vont plutôt s'intéresser au placement et tout le langage non verbal des personnages qui sont représentés. Donc, vous voyez que chaque fois, on a des éléments de discussion qui peuvent partir dans tous les sens. Et c'est justement notre travail, c'est de partir du vécu du quotidien des participants pour les faire réagir, de faire des analogies. Il est possible que si on reçoit, par exemple, des élèves de l'école de cyclisme de la province de Liège, eh bien, on va peut-être évoquer avec eux différentes méthodes d'entraînement pour parler du racisme et des la soi-disant prédominance de caractéristiques physiques chez les uns ou chez les autres. On va évoquer les morphologies du grimpeur, du sprinter, etc. et montrer que finalement, c'est dans la diversité que se trouve la richesse. Excusons, évidemment, ce sont les aléas du direct, ce genre de situation. Nous avons subi une coupure de faisceau Internet. Nous avons récupéré Stéphane. Mais en attendant, Stéphane, peut-être que Jean-Denis nous rejoigne. Il y a un mot qui revient régulièrement également dans notre carnet. Dans le carnet, c'est le mot nuance. Parce qu'effectivement, on a un peu l'impression de vivre dans une société qui a une tendance à la binarité. Alors, en quoi est-ce que votre travail d'animation essaye de rendre de la nuance à la société qui nous entoure, ou d'offrir des outils aux gens pour une vision plus nuancée du monde qui les entoure? Oui, donc Jean-Denis l'évoquait, je l'évoquais également par rapport au point de vue, etc. Donc à partir du moment où on n'a pas tous le même point de vue, la même perception des choses, le même vécu, les mêmes bagages, un de nos collègues aime toujours parler du fait que chacun vient avec ses valises, donc il faut savoir aussi les déposer pour pouvoir avancer ensemble et discuter ensemble. Donc je pense que cette question de la nuance, là non plus, n'est pas neuve. Hein. On en parle notamment dans l'exposition Illusion, mais on en parle par ailleurs aussi. Ce fameux biais du statu quo de toujours se dire c'était mieux avant, ou avant au moins on avait du respect, on avait de la nuance, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça, et chaque période a ses corollaires de manque de nuance, de manque d'interprétation. Je crois encore une fois que c'est vraiment quelque chose qui est lié à notre façon de fonctionner. Comme on fonctionne par prédiction, comme on le voit dans l'Expo Illusion, par heuristique, hein, comme explique Albert, par définition, on n'a pas une tendance naturelle à aller vers quelque chose de nuancé. Il faut qu'on se force à ça, ou il faut en tout cas qu'on y soit éduqué ou préparé. Et donc, c'est notamment par le biais du débat et de l'échange serein qu'on essaye d'amener cette nuance et cette version à plusieurs focales d'une réalité, en fait, pour sortir de sa propre version, pas pour dire j'ai raison, j'ai tort, ou dire l'autre a raison, j'ai tort, simplement se dire je veux comprendre ce que l'autre pense, pourquoi il le pense comme ça, et accepter ou pas
de jouer le jeu avec lui du débat. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, mais encore une fois, je dis aujourd'hui, moi-même, je tombe dans cette généralisation abusive. Je pense qu'il ne faut pas aller très, très loin dans le temps pour revenir sur ces fameuses images de Le Pen et Bernard Tapie sur un tableau, sur un plateau de télévision où on leur donnait des gants de boxe en disant, voilà, ça va être le débat. Donc, le débat, version grand public, c'est quoi? C'est une bataille avec forcément la notion de duel et la notion de gagnant et de perdant. Or, un débat tel que nous l'entendons n'est pas quelque chose qu'on doit gagner ou perdre. C'est quelque chose, en théorie, ça pourrait paraître bisounours de dire ça, mais c'est quelque chose dont doivent sortir les deux parties gagnantes, quelque part. Ou en tous les cas, que chacun se soit enrichi l'un de l'autre. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on essaye, je pense, de réhabiliter, enfin non, d'habiliter, encore une fois, la nuance, tout en étant parfaitement conscient de nos propres limites. Et encore une fois, il n'y a jamais question de jugement, il est toujours question de compréhension et d'aller le plus loin possible dans une vision critique des choses. Et je le disais tout à l'heure, la sémantique a beaucoup d'importance là-dedans, parce que la question même de l'esprit critique, bien souvent, quand on demande à des publics, c'est quoi pour vous critiquer, c'est une version négative du mot critique qui apparaît, c'est-à-dire on me critique, ou critiquer, c'est dire du mal de, casser quelque chose. Or, la manière dont nous envisageons les choses, encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'on a la bonne interprétation ou pas. Toujours est-il que l'important, c'est d'arriver à trouver le moment où on se comprend. Et donc, le moment où on se comprend, bien souvent, ça commence par être sûr, c'est de la communication de base, être sûr que la personne à qui on s'adresse a le même référent que nous sur le mot qu'on emploie. C'est une base du débat. Et pour qu'un débat fonctionne, il faut que chacun soit partie prenante des axiomes du débat, c'est-à-dire savoir dans quel cadre on est, pourquoi on débat, et savoir qu'il n'y a pas un qui doit gagner ou perdre, ce n'est pas le but. C'est un échange. Et d'ailleurs, à chaque fois que les animateurs démarrent une animation ou qu'il y a une visite d'exposition, qu'il y a un échange, on rappelle toujours qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, qu'il n'y a pas question de jugement, qu'il n'est pas question nécessairement d'être exhaustif sur un sujet. Voilà. Et on l'a dit assez, on le redira encore, l'art d'exercer la frustration, ça passe par là aussi. Et quelque part, se rendre compte qu'on ne maîtrisera jamais quelque chose, c'est un premier pas vers le fait, voilà, sans vouloir dire comme Étienne Klein récemment parlait d'ultra-créprétianisme, je ne sais jamais le prononcer, mais disons que moins on connaît quelque chose, plus on est persuadé qu'on le connaît. C'est comme l'effet du Dunning-Kruger, etc. Ce sont des choses qu'on entend pas mal pour le moment dans les milieux critiques. Mais bon, au final, c'est encore une fois avoir de l'humilité, mais sans tomber aussi dans le fait de se dire on ne sait rien à rien et tomber dans un scepticisme complet. Ce serait catastrophique. Mmh. Vous avez parlé de casser tout à l'heure par rapport à la critique. Ce qui a cassé apparemment, c'est la connexion de Jean-Denis Tournard qui nous a lâché complètement et qui est là, vous ne nous rejoindra pas. Donc les 5-6 minutes qui nous restent, on va devoir les passer en tête à tête. Vous allez devoir répondre à toutes les questions. Désolé, c'est comme ça. C'est comme ça que ça roule. Alors, j'ai encore une question, c'est que ce mot d'esprit critique, on le retrouve souvent dans la bouche des politiciens, dans l'associatif, dans certains mouvements sociaux, etc. Et pourtant, par exemple, il n'existe pas en tant que tel dans les programmes scolaires. En tous les cas, il y a quelques difficultés, semble-t-il, à intégrer ce genre de truc dans ce genre de réflexion dans le cadre des programmes scolaires, ou en tous les cas des programmes scolaires dès l'école primaire ou même par exemple à l'école secondaire. Est-ce que c'est une idée qui pourrait peut-être percoler au niveau du Centre d'Action Laïque, c'est de pousser, en même temps que la philosophie, finalement, à une éducation à l'esprit critique dès le plus jeune âge? Oui, je pense que c'est quelque chose qui est depuis quand même assez longtemps dans les cartons. Je veux dire, on sait que l'éducation doit démarrer dès le plus jeune âge, dans le sens où, en tout cas, c'est là que ça se joue, que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre social. Énormément de choses se mettent en place à ce moment-là. Lorsque nous avions fait, elle n'est pas évoquée dans le carnet de bord, celle-là, mais vous pouvez la découvrir également sur le site. On a fait également une exposition sur le plaisir dans l'apprentissage, par exemple, avec une anecdote à l'époque que j'avais trouvée très, très parlante, qui était que quelque part, un enfant dans sa baignoire, quand il joue avec un gobelet et de l'eau, il fait quoi? Il fait de la physique. Et à partir de quand est-ce qu'on a normalisé ou institutionnalisé le fait que ça devait être de la physique, donc que ça devait être difficile, avec des messieurs en blouse blanche qui froncent les sourcils quand ils disent qu'ils ont trouvé quelque chose, qu'ils ont fait une découverte, etc. Et donc ça doit devenir quelque chose, une matière compliquée, difficile, sérieuse. Voilà, je crois qu'il y a aussi un côté un petit peu... mais par rapport à la question de base, je veux dire, par rapport à la question de à partir de quand ça devrait être
enseigné, mais je crois que ça doit être enseigné dès le départ. Et ça doit être enseigné, éduqué par tous les acteurs éducatifs, justement. Et ça doit surtout, et là je pense que c'est aussi une lame de fond de ce que nous proposons, et pas que nous, je pense que Adria et Yael sont aussi dans cette même disposition, c'est de se dire que quelque part, il y a un manque de transversalité dans les matières, probablement dans la manière dont elles sont enseignées. Il ne s'agit pas, une fois de plus, d'avoir un jugement par rapport à ça. C'est plus un constat de se rendre compte que c'est parfois très difficile parce que l'école est une grosse entreprise aussi, dans le sens gestion, hein, à gérer. Donc c'est très compliqué quand on voit parfois le casse-tête que ça peut être pour une direction de pouvoir laisser sortir une classe pour venir à une de nos activités. On comprend aisément que c'est difficile d'avoir plus de collaboration entre les différents acteurs, etc. Donc les choses se mettent en place à différents niveaux, petit à petit, mais effectivement, on gagnerait à avoir moins de tendance à garder sa matière, entre guillemets. L'esprit critique, l'approche critique doit être transversale par essence, je pense. Mais il ne faut pas non plus se dire, OK, on doit tout remettre en question, on doit tout critiquer. Il faut aussi que des bases soient là. Je parlais tout à l'heure d'axiomes au débat. Je pense que les axiomes doivent être aussi là dans l'éducation. Mais bon, si on prend le cas de la mathématique, voilà, c'est un axiome. 1 + 1 = 2. Voilà. Plus tard, dans le développement de la personne, si elle veut rentrer dans des considérations de physique quantique et des choses comme ça que je ne maîtrise absolument pas, eh bien, je pense que là, il y aura d'autres positions à prendre, mais il faut une base. Et cette base-là, il faut qu'elle soit déterminée de façon commune si on veut avancer ensemble. C'est là peut-être aussi que se situent beaucoup de choses, mais il ne faudrait pas non plus qu'elle soit unique. Hein. Oh là là, ne me faites surtout pas dire ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit justement. Mais je veux dire, voilà, je pense que c'est dans la transversalité qu'on doit voir de plus en plus les choses. On a évolué dans des sociétés qui sont de plus en plus spécialisées dans des domaines bien précis. Que ce soit en médecine, que ce soit en ingénierie, que ce soit en finance, etc., où chacun a son petit pré-gardé, son expertise, mais au final, avec parfois tendance à ne plus trop ou pas assez aller voir ailleurs, à côté, etc. Donc je crois que ce sont le principe d'avoir des équipes pluridisciplinaires, des visions différentes, à plein d'angles, encore une fois, des sujets qu'on pourra avancer ensemble, je pense. Ben, merci beaucoup de m'aider avec votre transition et cette conclusion, parce qu'effectivement, nos 2 intervenants qui vont arriver maintenant, qui vont échanger avec nous, viennent d'univers qu'on pourrait imaginer très différents, et pourtant ils abordent aussi, des questions liées à l'esprit critique. Ben, merci beaucoup Stéphane, on remercie aussi Jean-Denis qui, hélas, nous a quittés pour des questions techniques et n'a pas pu se reconnecter. Je vous rappelle que vous retrouvez le lien vers ce carnet de bord dans la discussion. Il suffit de cliquer, c'est un PDF, vous pouvez l'imprimer évidemment en toute liberté, c'est gratuit, c'est offert, la maison ne recule devant aucun sacrifice. Je vais encore remercier Stéphane pour son intervention et Jean-Denis, alors que Adrien et Yael nous rejoignent pour la 2e partie de cette rencontre consacrée à l'esprit critique et surtout à l'éducation à l'esprit critique. Et c'est un enjeu de société, point d'interrogation. Bonjour Adrien, bonjour Yael. Bonjour. Rebonjour. Voilà. Ben, je vais commencer tous les deux par une question assez classique, hein, aussi bien l'un que l'autre. Si vous pourriez en quelques minutes nous tracer votre parcours de formation et ce que vous faites aujourd'hui de vos vies. Dites-moi. Yael, Adrien ou Yael? Ok, allez, je commence. Alors, moi, je suis quelqu'un qui a toujours bien aimé regarder le ciel, et pas seulement les nuages, hein, mais ce qu'il y a au-dessus. Et donc, je voulais faire l'astronomie. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'université en astronomie, donc j'ai fait ingénieur en électricité, hein, pour tout dire. Et puis, voilà, j'ai continué ça par un doctorat en astrophysique. Et je suis maintenant maître de recherche FNRS à l'Université de Liège. Je travaille sur de très, très grosses étoiles. Merci. Et Adrien, donc, votre parcours? Eh bien, en gros, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et donc, lorsque j'ai terminé le secondaire, je me suis mis dans des études d'ingénierat de gestion qui étaient parmi les études les plus larges que je pouvais trouver ici à Liège, puisque j'ai fait mes études à Liège, ce qui m'a permis de toucher à beaucoup de matières différentes. Et puis, suite à cela, j'ai travaillé pour l'entreprise familiale et je me suis mis à la gestion pour me rendre compte, après 6-7 ans, que ce n'était pas une voie qui
m'épanouissait en tant que tel. Et j'ai pris ce moment de réflexion lorsque nous avons l'opportunité de changer de voie et donc d'arrêter cette entreprise-là pour me demander ce qui me passionnait et ce qui m'intéressait vraiment. Et là, en reconnectant mes plaisirs d'enfant et d'adolescent, bien me souvenir et me rappeler que ce qui me passionnait avant tout, c'était le cerveau et les comportements humains. Et donc, suite à cela, décidé de reprendre 5 ans d'université pour faire un master qui me passionnait, c'est-à-dire un master en neurosciences, toujours ici à l'Université de Liège, et aujourd'hui de pouvoir utiliser cette pratique-là, que ce soit dans l'accompagnement de personnes, d'entreprises au travers de la psychologie ou de l'accompagnement d'entreprise via mon entreprise Synapse, ou de la formation, notamment en intelligence émotionnelle, puisque dans les neurosciences, les émotions sont quelque chose qui me passionne particulièrement. Merci. Alors, la première question sera pour Yaël. Votre domaine d'expertise, vous l'avez dit, c'est finalement l'infiniment grand, des concepts qui sont parfois si difficiles pour nous à appréhender, parce que vraiment, ils nous dépassent. Mais comment est-ce qu'une éducation finalement à l'esprit critique pourrait nous aider à appréhender d'une part ces réalités qui nous dépassent? Est-ce que cette totale différence d'échelle entre nous et l'univers peut-elle nous pousser finalement à plus d'humilité, à avoir un regard plus critique sur nos propres fonctionnements, nous, minuscules petits humains, au milieu de cette immensité sans limite? Sans limite, moi, c'est quelque chose, l'infini, c'est quelque chose de très difficile à appréhender, comme à mon avis, une grande partie des gens qui nous écoutent cet après-midi. Je peux vous rassurer, on n'est pas sûr que ça soit sans limite. Il y en a peut-être une. Ouf. Mais on ne sait pas encore. Donc voilà. Ça coupe. Mais bon, donc oui, ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est vrai que là, je suis en sciences dures, pure et dure, et donc on est sur quelque chose justement de transdisciplinaire, de plutôt porté, ou en tout cas vu du côté des sciences dures comme étant plutôt sciences humaines, donc ça fait un petit peu bizarre. Mais bon, d'abord, j'ai toujours fait beaucoup de choses bizarres dans ma vie. Et d'autre part, je crois qu'en fait, quelque part, l'esprit critique va être au cœur de la méthode scientifique. Si on se rend compte de ce qu'on fait, de ce qu'on cherche à faire, il y a une question de curiosité en essayant d'observer autour de soi, de prendre des informations le plus possible. En astronomie, on ne peut pas agir sur les systèmes. Je ne peux pas refaire un trou noir dans mon labo, quoi. Mais par contre, je peux essayer de les observer. Et puis à partir de là, évidemment, je vais avoir plein d'informations plus ou moins correctes, plus ou moins bien trouvées, parce que bon, vous avez du bruit qui mélange un peu les signaux, qui fait qu'on ne sait pas sûr toujours de ce qu'on a comme information. Et donc, justement, l'esprit critique va être extrêmement important pour pouvoir extraire une information correcte et sûre. Alors bon, je ne dis pas que tout le monde suit cette voie-là, hein. Il y en a qui vont en ayant des détections très faibles et des choses pas très secure, malgré tout lancer l'information. On en a connu, on a même eu des grosses affaires à ce niveau-là, mais bon, voilà, pour moi, ça fait vraiment partie du cœur de ma pratique, et je pense que ça doit faire partie du cœur de toutes les sciences. Maintenant, au-delà de ça, c'est vrai aussi que lorsqu'on est en astronomie, qu'on fait pas mal de vulgarisation, comme moi, on est souvent confronté aussi à tout un ensemble de mythes, de trucs un peu parabidules autour de l'astronomie. Et donc, il faut pouvoir à un moment essayer de comprendre aussi toutes ces pseudosciences, toutes ces illusions que d'autres peuvent avoir, et pour pouvoir essayer justement d'expliquer d'où peuvent venir les biais qu'on peut avoir et comprendre un peu d'où tout ça provient. Aussi parce que, comme vous l'avez évoqué, la masse d'informations, aussi on pourrait presque faire un parallèle entre la masse d'informations que quelqu'un qui se met devant son ordinateur et qui va se noyer dans le web, par exemple, et la masse d'informations que vous, en tant qu'astrophysicienne, quand vous observez l'univers, vous êtes aussi maintenant submergé par cette masse, et donc vous allez devoir mettre en place des filtres et un esprit critique encore plus boulonné, finalement, pour ne pas vous laisser avoir par l'univers, comme notre cerveau peut se laisser avoir par les infos? Et je crois qu'il y a les deux extrêmes, en fait. Il y a d'un côté, et ça c'est quand même relativement récent, avoir des masses d'informations, des tonnes d'informations, et aller chercher là-dedans ce qui est correct. Alors on peut discuter avec ce big data, savoir exactement si justement on va pouvoir récupérer une information objective, ou finalement
les softwares d'analyse ne vont pas justement être biaisés par ce qu'on espère voir dans ces données-là. C'est toute une discussion qu'on peut avoir là-dessus, mais il y a parfois en astronomie, et pendant très longtemps c'était comme ça, on était à l'autre extrême. Le problème, c'est que vous observiez une étoile et vous essayiez à ce moment-là de déduire le comportement de toutes les étoiles. Et donc, on a eu comme ça des sagesses qui se sont développées sur un ou deux cas plutôt bizarres parce qu'on n'a pas pensé à nos billets d'observation, justement. Et puis, petit à petit, il a fallu se rendre compte que, en fait, la nature, elle n'est pas comme ça. On avait juste, à cause de la façon d'observer, on avait juste repéré une ou deux choses. Et il faut savoir que très souvent, lorsque vous essayez d'obtenir du temps sur des grands télescopes, vous devez écrire des projets avec des questions extrêmement précises. Donc, en fait, on a souvent beaucoup moins d'informations que ce qu'on aimerait. Et ça peut être un problème parce que finalement, on peut justement dévier si on n'est pas conscient des biais intrinsèquement qu'on a dans ce projet. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, avec ces biais, on le voit dans l'exposition Illusion, c'est qu'ils sont influencés, Stéphane l'a évoqué aussi tout à l'heure, par nos bagages et donc par nos émotions. Et là, évidemment, je vais me tourner, et c'est logique, la transition est toute trouvée vers Adrien, puisque à travers Synapse, entre autres, vous étudiez l'intelligence émotionnelle. Alors moi, ce qui me surprend un peu, c'est que les deux idées, d'une part, l'émotion, qu'on sous-entend quand même, qui est assez incontrôlable dans un premier temps. Notre émotion, elle nous surprend, on éclate de rire, on éclate en sanglots, on a peur, etc. Et l'intelligence, qui est plutôt quelque chose de construit, qui va mobiliser notre réflexion, ce sont deux éléments qui semblent diamétralement opposés. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est cette intelligence émotionnelle et comment on fait entrer ces deux pièces qui semblent une venir d'un jeu de Kaplan et l'autre d'un jeu de Lego, et donc à un moment donné, c'est pas très bien comment les faire correspondre l'une à l'autre. Là, alors, je comprends que ces idées restent encore aujourd'hui dans le grand public. Et aujourd'hui, les neurosciences et les sciences cognitives nous amènent à penser qu'il n'y a pas du tout une distinction ou que les deux champs, émotion et raison, sont séparables. Ils ont leur essence dans le cerveau et nous permettent de nous adapter et d'appréhender la réalité selon différents procédés. Et d'ailleurs, si les émotions n'avaient aucun sens, on ne les aurait plus depuis longtemps. Elles nous ont aidés à survivre et à prendre des décisions très, très adéquates. Alors, l'intelligence émotionnelle, on peut la définir comme ceci. La définition ne vient pas de moi, évidemment. C'est être attentif à ses émotions et celles des autres, pouvoir les comprendre les causes et les besoins inhérents à ces émotions et essayer de guider nos actions par cet apprentissage. Et donc, dans cette définition, il y a bien utiliser le message que les émotions portent à notre conscience pour essayer de prendre des décisions et des actions adaptées pour atteindre nos buts. Et donc, c'est une entreprise très, très raisonnée en ce sens. Oui, donc en fait, c'est aller au-delà de ces premières impressions. C'est comprendre comment notre cerveau va envoyer une première info et très rapidement placer. Mais encore une fois, est-ce que ce n'est pas à nouveau placer des filtres qui nous éloignent d'une forme d'objectivité? Je vais prendre une analogie. Imaginez les émotions comme des indicateurs, comme un indicateur de votre voiture, par exemple, la température de l'huile de votre moteur. Quand vous êtes sur l'autoroute et que vous voyez la température de l'huile du moteur sur votre tableau de bord qui s'emballe, qu'est-ce que vous faites? A priori, pour ne pas casser le moteur de la voiture, vous vous arrêtez. Eh bien, il y a un certain apprentissage, décodage et sagesse derrière. C'est comment m'adapter à une situation présente sur l'info que j'ai à ma disposition. Eh bien, les émotions, ce sont des indicateurs qui nous disent à un moment donné ce qu'on est en train de faire ou ce à quoi on pense est adapté ou non. Et donc, pouvoir décoder et comprendre, bien sûr, c'est à travers nos filtres et un apprentissage à ce qu'est une émotion, ce qu'est l'intelligence émotionnelle, ce que sont nos biais. Mais après un certain effort, un certain apprentissage, il y a la possibilité de s'extraire de nos réactions instinctives qui ne sont pas toujours adaptées. Et l'intelligence émotionnelle peut nous permettre d'avoir des comportements adaptés et donc très raisonnables et très raisonnés. Je vais revenir vers Yael après, encore une dernière remarque, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger de généraliser les réactions, sachant qu'on le découvre à travers l'exposition Illusion, chaque être humain est
est un individu avec des expériences, avec une plasticité du cerveau, etc. Chaque personne est différente. Et est-ce qu'il n'y a pas un danger de basculer dans le côté formule? Ah ben j'ai telle émotion, ben, là, voilà la formule pour la gérer. Parce que finalement, on n'est pas des voitures. Effectivement, la plupart des voitures, quand l'huile elle chauffe, le moteur il casse. Mais il y a des gens, quand ils ont l'huile qui chauffe, ils adorent ça. Donc à un moment donné, comment est-ce qu'on fait pour individualiser la réflexion? Bien, effectivement, il y a un processus à comprendre, et puis bien sûr, il y a l'expérience vécue, la personnalité, l'environnement, qui vont dire que certaines réponses comportementales sont adaptées pour certaines personnes dans certaines situations et pas pour d'autres. Mais c'est de voir l'éventail des possibles et surtout de ne pas rester, c'est se dire, tiens, peut-être que naturellement j'agirais comme ça, eh bien, sous la compréhension de ce qui est en train de se passer en moi à travers mes émotions, j'ai peut-être d'autres alternatives. Et ce n'est pas catégoriser les comportements et les généraliser, c'est justement ouvrir le champ de conscience à tout ce qu'il est possible et auquel on n'aurait pas forcément pensé. De prime abord. Ok, merci. Yael, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, vous avez dit qu'il y a eu des exemples où certains scientifiques se sont engouffrés dans des découvertes qui étaient un peu légères, peut-être par envie de publier, par envie d'être présent, par envie de réagir. Donc, c'est quand même assez effectivement surprenant qu'il y ait un cours d'introduction à la pensée critique, là où il y a science dure et là où il devrait y avoir, je ne dirais pas pratiquement de manière innée, une forme d'esprit critique, mais est-ce que finalement les scientifiques manquent tout autant d'esprit critique que monsieur et madame tout le monde? Que le problème, c'est qu'on n'a jamais été formé à ça, comme tout le monde, quoi. Et donc, voilà, il y en a qui sont plus sensibles à cet aspect-là, qui se renseignent, qui apprennent plein de trucs. Il y en a d'autres qui, naturellement, ont plus de disposition pour pouvoir critiquer, débattre, etc., qui ont vécu dans un environnement qui travaillait beaucoup sur l'esprit critique et donc qui n'ont pas besoin de cours parce que, je vais dire, quelque part, ils l'ont eu chez eux. Et puis, il y a tout le reste. Et la majorité des scientifiques en sciences dures, ils n'en ont aucune idée. Alors, ce qui est par contre très comique, c'est que quand vous arrivez devant vos collègues en disant « ben voilà, moi j'aimerais bien faire un cours d'initiation à l'esprit critique », ils vous regardent tous avec un air très bizarre en vous disant « mais enfin, on le fait naturellement dans tous nos cours ». Alors qu'en réalité, ils ne le font jamais dans aucun cours. Ce qu'ils vont faire, c'est très rarement évoquer l'histoire des sciences qui montre justement les fourvoiements qu'on a pu avoir. Ceci dit, quand vous proposez un cours d'histoire des sciences, vous avez un peu les mêmes regards aussi. Hein. Je sais, j'ai essayé aussi. Mais bon. Et donc, en fait, ils sont persuadés de l'enseigner, alors qu'en réalité, ils ne le font pas. Donc, j'ai énormément de collègues comme ça. Et donc, il y a eu une sacrée opposition, mais finalement, ils m'ont dit, bon, écoute, si c'est un cours à option, bon, allez, pourquoi pas, si tu veux. Et moi, personnellement, j'avais remarqué que justement, quand on regardait un peu ce qui se passait au niveau des étudiants, il y avait extrêmement peu d'esprit critique. Quand on leur demandait de lire un article scientifique, à la limite, ils pouvaient vous en faire un résumé, très bien, mais pouvoir justement, alors c'était un article scientifique dans leur discipline, ils auraient dû être capables de pouvoir dire, oui, écoute, là, cette définition d'échantillon, ce choix de tel objet, c'est peut-être un petit peu bizarre, cette méthode-là, elle peut avoir telle limitation. C'était pas la peine. Ils pouvaient vous faire un résumé de ce qui était dit, mais impossible d'avoir justement une vision critique des choses. Ou très difficilement. Je ne dis pas qu'il pouvait y avoir quand même quelques étudiants qui y arrivaient, mais c'était vraiment difficile. Et avec les années, j'ai remarqué que c'était aussi de plus en plus difficile. Et donc je me suis dit, à un moment, il faut agir, quoi. D'où l'idée de proposer le cours. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, je crois qu'au niveau des étudiants, ceux qui arrivent à suivre le cours, il y en a qui le prennent très bien, qui découvrent le truc et qui se disent, mais un peu comme moi quand j'ai découvert ce genre de truc, hein, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on m'en a pas parlé avant? Et puis, il y a ceux qui restent complètement fermés et complètement inaccessibles. Malheureusement, c'est difficile. Bon, maintenant, évidemment, quand vous avez quelques étudiants devant vous, c'est plus facile de pouvoir discuter avec chacun d'eux et tout ça. Maintenant, quand vous en avez entre 100 et 200 devant vous, c'est difficile d'aller individuellement et de pouvoir, comme ça, je vais dire, réussir à amener tout le monde vers cet esprit critique. On fait son maximum, je vais dire.
non, non, on ne croyait pas que les sciences dures sont parfaites et que comment les scientifiques dans sciences dures sont particulièrement merveilleux, objectifs et tout ça. Ben, cette peur de la critique, est-ce qu'elle ne remonte pas aussi au fait que, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Stéphane, on n'apprend pas l'esprit critique parmi les plus jeunes? À l'école primaire, à un moment donné, on a un professeur qui est en position dominante et de déverser, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais son savoir, et la remise en question d'un savoir, quel qu'il soit, dans les premières années de l'éducation, en fait, elle n'est pas là, que du contraire. Il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse, et il ne peut pas y avoir de remise en question. Est-ce que le souci, il n'est pas déjà à ce niveau-là? Je crois que, comme disait Stéphane, en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'à un moment, il faut aussi établir des bases, que ce soit par exemple pour des maths ou du langage, où il faut absolument, justement, pour pouvoir aller plus loin, poser les bases. Et en parallèle à ça, on peut, et justement, je crois que les sciences, c'est un bon exemple, on peut commencer à jouer un peu avec les sciences et dès que l'enfant est bébé. Hein. Moi, je me souviens d'un collègue qui, une fois, à une conférence, me disait... Nous, on venait d'avoir une fille, il nous disait, ah, ben, tu vas voir, hein, la première force que les enfants découvrent, c'est la gravité. Alors évidemment, c'est logique. Alors ils commencent à jouer avec ça, les enfants. Et si vous regardez, même quand ils sont tout petits, la façon dont ils apprennent, la façon dont ils vont jouer autour, essayer de tourner pour voir s'il n'y a pas des moyens quand même pour essayer de contrecarrer le truc, vous voyez qu'en fait, ils essaient, quoi. Et puis après, ben, malheureusement, c'est vrai que c'est difficile si on n'essaie pas de soutenir ça. Alors voilà, au niveau, certains parents ont la chance de pouvoir soutenir cet effort-là, mais c'est vrai qu'au niveau de l'école, c'est compliqué. Certains professeurs vont pousser, vont jouer là-dessus et vont vraiment faire des trucs absolument formidables, et puis d'autres vont moins être sensibles à ce thème-là. Et puis, bon, effectivement, la place dans le programme est plutôt minuscule, il faut bien l'avouer. Et donc, voilà, ils ne vont pas prendre l'opportunité pour aller plus loin. Donc, c'est compliqué. Et on se retrouve avec des enfants qui, enfin, comme nous, on les a, hein, nous, on les a plus tard, on les a en master, en doctorat, à 25 ans, qui n'ont jamais entendu parler de biais cognitifs, qui ne sont même pas capables de comprendre ces questions aussi bêtes que l'attention sélective. Je veux dire, voilà, alors que si on comprend le concept, on comprend qu'on peut avoir énormément de problèmes dans plein de domaines, dans ce qu'on fait, vraiment dans sa façon de faire de la science, si on n'est pas conscient justement de ce genre de biais, quoi. Et Adrien, par rapport à cette intelligence émotionnelle, en quoi est-ce qu'elle peut nous aider et en quoi est-ce que Synapse a pensé finalement des outils qui peuvent nous aider à développer quelque part notre esprit critique ou à mieux peut-être percevoir le monde qui nous entoure et à prendre des décisions qui tendent vers une forme d'objectivité, même si on l'a dit tout à l'heure, l'objectivité, elle n'existe pas. Ce n'est jamais qu'un Graal qu'on ne découvrira jamais ou qu'on n'atteindra probablement jamais, à moins de devenir un jour des robots entièrement programmés. Et encore, même ça, je ne suis pas tout à fait convaincu que les robots sont complètement objectifs. Eh bien, effectivement, un concept important, je pense, dans l'esprit critique, c'est de prendre conscience que notre réalité est bien subjective et qu'on ne peut tendre vers une réalité objective qu'en partageant les pensées, les avis, les émotions des uns des autres. À ce niveau-là, l'intelligence émotionnelle, dans son programme, propose d'essayer une approche pour essayer de comprendre ce que pensent et ressentent les personnes en face de nous et de ne pas simplement se baser sur nos préjugés. Et donc, d'aller vérifier l'information. Tiens, tu as une émotion, est-ce qu'elle est tournée vers moi? Quelle en est la cause? Et puisque nous avons été confrontés toute nos vies aux émotions des uns et des autres, la machine à interprétation est ultra rapide et pas toujours adaptée et appropriée. Donc, rien que pour essayer de comprendre l'autre, c'est pas la panacée, l'intelligence émotionnelle, mais c'est efficace, comme d'autres techniques, pour essayer de comprendre ce que vivent, ressentent et ce dont ont besoin les gens autour de nous. À ce niveau-là, ça permet une mise en commun, un langage commun, une compréhension, une fluidité dans les contacts sociaux. Sur la prise de décision en tant que telle, pour prendre le cas concret que vous avez pris, par exemple, quand nous avons des émotions extrêmes, par exemple extrêmement positives ou extrêmement négatives, notre perception du monde est altérée. Quand nous avons, par exemple, des émotions extrêmement positives, nous allons avoir tendance à opter pour des choix beaucoup plus risqués que d'habitude. Et quand nous avons des émotions extrêmement négatives, eh bien, nous optons pour des positions très conservatrices.
alors, ça peut être adapté ou non à ce que l'on est en train de faire, mais de nouveau, ne pas le savoir, ne pas en avoir conscience, peut nous amener à faire des choix qui sont non appropriés. C'est intéressant que vous parliez finalement d'une espèce de langage commun à travers cette intelligence émotionnelle, parce qu'on parlait tout à l'heure d'un socle. Alors, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait effectivement un socle scientifique, celui de 1 plus 1 égale 2, et puis alors d'avoir un langage à travers cette intelligence émotionnelle qui nous permettrait peut-être de mieux traduire, je dirais, ou de ramener les émotions des uns et des autres et la manière qu'ils ont de les exprimer à un langage commun, une espèce d'espéranto de l'émotion. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que je milite aussi pour que l'intelligence émotionnelle soit apprise le plus tôt possible avec des bases communes. Parce qu'à un moment donné, quand on pose la question, comment vas-tu? Déjà, la plupart du temps, on ne répond pas, on dit « et toi, comment ça va ?» Et puis, on va dire « ah, peut-être je vais bien ou je vais mal ». Ok, mais je vais mal, ça veut dire quoi? Par rapport à qui, quand, comment? Si on apprend un langage à contextualiser, je me sens mal, j'éprouve de l'anxiété par rapport à une situation future parce que j'ai telle et telle info. Eh bien, pouvoir mettre des mots, utiliser des émotions avec des définitions propres, pouvoir comprendre ce que sont les émotions, ne pas tomber dans la connaissance grand public qui, justement, on dirait que les émotions sont triviales ou sont à opposer à la raison. Avoir ce socle commun permet au minimum que l'on se comprenne mieux et de pouvoir commencer à communiquer ensemble. Après, le chemin est encore long, mais commencer à parler de choses que l'on comprend les uns et les autres permet effectivement peut-être une plus grande mise en commun et une meilleure compréhension de ce que ressentent les uns et les autres. Et par rapport à ce qui vient de se dérouler pendant ces 14 mois assez particuliers qu'on a pu vivre, hein, par rapport à l'esprit critique, il y a eu des sursauts assez particuliers, par rapport aux émotions aussi, par rapport à la science, l'un comme l'autre, quel regard vous portez sur... moi, je trouve que ça a été une expérience à la fois sociologique, économique, sanitaire, etc. Alors, on ne va pas pouvoir le résumer trop rapidement, mais quel regard vous portez sur... est-ce que ça a été un révélateur de ce que vous pensiez déjà? Est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments surprenants qui sont apparus au fil de ces 14 mois, 15 mois de pandémie et par rapport à la situation? Quel regard vous portez sur cette expérience de ces mois qui sont passés? Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Il y a le côté au niveau de la méthode scientifique où les gens ont finalement un petit peu, on va dire, découvert que la science, ça prenait du temps, les gars. On ne va pas avoir la pandémie qui arrive un jour et puis le lendemain, pouf, ça y est, on a les réponses. Et donc, le fait qu'on puisse explorer différentes voies, qu'il y ait des débats entre scientifiques, qu'il y ait parfois des conclusions qui ne sont pas extraordinairement claires et donc il faut refaire des expériences, il faut réessayer ailleurs, il faut voir si ce qui convient pour certains types de patients conviennent aussi pour d'autres types de patients. Tout ça, tout ce côté processus scientifique, j'espère qu'en fait, qu'au bout du compte, au bout des 14 mois, les gens se sont quand même maintenant un peu rendus compte de ce que c'est et se rendent mieux compte de ce qu'est la science. Je ne suis pas sûre que ça soit le cas, mais je l'espère. D'autre part, je crois aussi que ces derniers mois, en tant que citoyenne, moi personnellement, m'ont aussi un petit peu, je vais dire, fait peur, quoi, parce que quand on voit tout ce qui s'est produit, la façon dont ça s'est de plus en plus polarisé, dont les fausses informations circulaient, où on a eu comme ça des gourous qui sont apparus à gauche et à droite, et c'était plus la peine de parler d'autre chose que de certains médicaments que je ne citerai pas. Je veux dire, ça pose problème. Et au cours de ces 14 derniers mois, je vous rappelle qu'on arrive aux élections américaines, à des États-Unis qui sont vraiment en deux camps très clivés, qui ne se parlent plus, qui n'ont plus de socle commun finalement. Ça devient extrêmement inquiétant. Et là, on se dit, les gars, l'esprit critique, il aurait même fallu, il y a quelques années, de relancer ça un petit peu plus sérieusement, parce que là, on se rend compte que ça a des dégâts, ça peut faire de très gros dégâts si on a des gens qui finalement perdent un peu toutes ces notions d'esprit critique, tout ce qui se cache derrière, quoi, je veux dire, tout le débat, toutes les nuances et ce genre de choses. Et donc, je crois que quelque part, ça a permis de montrer aussi que, il y avait plein de choses qui pouvaient avoir des conséquences négatives. Et ce que j'espère, c'est que, justement, on s'en rende compte va permettre de pouvoir changer les choses. Mais voilà, c'est inquiétant.
Merci. Adrien, peut-être, réaction aussi sur ces 14 mois? Oui, alors différentes choses aussi, évidemment. C'est un sujet très, très complexe et très vaste. Ce qui me vient en tête ici, c'est que pendant ces 14 mois, du côté, on a pu voir que notre société, alors pas de manière parfaite, mais avait des capacités d'adaptation et de la résilience pour passer au travers de certains événements catastrophiques. Et donc, ce sont des bons signaux aussi. Et puis, la confrontation des situations nouvelles nous permet d'apprendre et peut-être de ne pas commettre des erreurs ou recommettre des erreurs si nous étions dorénavant, enfin, de nouveau, dans une situation semblable. Donc voilà, il y a un certain apprentissage. Par ailleurs, ces 14 mois, on l'a vu sur les réseaux sociaux, elles ont été empreintes d'émotions intenses. Et donc, je trouve que beaucoup de décisions ou de prises de position ont été faites dans l'immédiat suite à des émotions très intenses. Et quand on a des émotions très intenses, nous avons beaucoup de biais cognitifs. Que ce soit lorsque nous sommes dans un plaisir intense, on peut être un peu naïf et justement avoir moins d'esprit critique. C'est pour ça que, petite note sur le côté, dans le riz, à un moment donné, vous pouvez avoir une baisse d'esprit critique. Et donc, le plaisir maximal en toutes circonstances n'est pas forcément ce que l'on doit viser partout. C'est bien d'accepter les émotions dans toute leur panoplie. Et lorsque nous sommes dans des émotions à l'inverse négatives et intenses, sous le coup de la colère, en tension, sous stress, avec de l'anxiété, eh bien, nos capacités d'écoute diminuent fortement aussi. Et donc, un apprentissage peut-être, c'est, et peut-être pour l'ensemble de la communauté, y compris dans les réseaux sociaux, lorsque l'émotion est intense, peut-être de prendre ce moment de recul, de reconnaître que ce qui est en train de bouillir en vous et les réponses que vous voudriez apporter ne sont peut-être pas les plus adéquates et qu'un temps de recul pour apaiser l'émotion et pouvoir essayer de communiquer ensemble et d'avancer avec peut-être l'opinion à côté, puisque en diminuant l'intensité de l'émotion, peut-être qu'on se sera mis à écouter un peu plus les gens à droite, à gauche. Ça nous permettra d'avoir des décisions où on prend en considération l'avis pas uniquement des experts, l'avis des politiques, mais de la population, et qu'on ne se cantonne pas à défendre nos idées parce que, comme on l'a dit plusieurs fois au cours de cet après-midi, notre réalité est bien subjective et ne représente pas la réalité telle qu'elle est de toute façon. Donc, il y a plein d'apprentissages, pour résumer, dans cette période. Essayons d'en tirer des bonnes conclusions pour, de manière très, très humble, faire un petit peu mieux ou peut-être de manière moins mauvaise lorsqu'on sera confronté à des situations catastrophiques telles qu'on l'est actuellement ou qu'on est en train de les vivre. Je vais rester avec vous, Adrien, parce qu'il y a une question qui nous est arrivée et qui évoque est-ce que ce sont aussi les intelligences émotionnelles qui sont utilisées dans les cours d'empathie au Danemark? La personne se pose la question si elle ne se trompe pas de pays, mais en tous les cas, quel regard portez-vous sur des cours éventuels d'empathie? Est-ce que l'empathie, c'est aussi un élément que l'intelligence émotionnelle peut aider à développer et apparemment se développer au Danemark? Il y aurait des cours d'empathie au Danemark. Alors, pour être très honnête et très sincère, je ne connais pas le programme de ces cours d'empathie au Danemark et l'intitulé me plaît, ceci dit. Supposons qu'à travers l'empathie, c'est essayer de comprendre la position de la personne en face. Eh bien, effectivement, alors il y a des personnes qui ont, comme on l'a dit tout à l'heure, des capacités plus ou moins innées par rapport à cette compréhension, mais qui ne sont pas réparties de manière homogène ou de la même façon dans la population. Donc, amener les étudiants à un moment donné à essayer de comprendre ce que les autres ressentent et à ne pas partir uniquement de leurs interprétations, de leurs préjugés ou présupposés, me paraît très intéressant et probablement un axe intéressant pour développer l'esprit critique. Merci. Alors là, je vais poser une question peut-être pas très différente, mais il y a un élément qu'on a évoqué tout à l'heure aussi avec Stéphane, c'est l'interdisciplinarité. Je vais poser la question d'abord à Yaël, peut-être. On a parfois l'impression, effectivement, que dans le monde scientifique, il y a une tendance, comme le disait aussi Stéphane, à défendre une espèce de précaré ou une certaine difficulté à jouer le jeu de l'interdisciplinarité. On l'a même vu ici avec la pandémie, où d'un côté on avait des épidémiologistes, de l'autre côté plutôt des médecins, etc., et qui défendaient des points de vue
assez tranché parfois dans la situation, mais on peut voir ça aussi dans les méthodes d'éducation, les idées économiques, etc. Comment on pourrait rendre cette idée d'interdisciplinarité plus intéressante, vous faire comprendre finalement qu'on a tout intérêt à partager nos savoirs plutôt que de rester dans nos précarés? Alors, je veux dire, c'est vraiment une excellente question. Et personnellement, c'est un truc qui est très marrant parce que j'ai beaucoup de mal à me focaliser juste sur un domaine pur, dur et minuscule. Et donc, c'est bien, en fait, justement, j'ai tendance à à considérer que justement, cette interdisciplinarité, elle est extrêmement importante. Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses ici. Il y a effectivement une réticence. En tout cas, en sciences dures, il y a vraiment une réticence à faire de l'interdisciplinarité au sens large. C'est-à-dire que l'interdisciplinarité, c'est un peu un effet de mode. Pour le moment, il faut faire de l'interdisciplinaire, du multidisciplinaire, du transfacultaire, de tout ce que vous voulez. Mais finalement, globalement, ça va être, un gars qui est en chimie des matériaux qui va collaborer avec un gars qui est en sciences appliquées des matériaux. Et bon, ouais, d'accord, c'est sciences et sciences appliquées, mais bon, c'est pas vraiment de l'interdisciplinaire. Donc, du gros interdisciplinaire où vraiment vous avez des gens qui vont travailler venant de vraiment des domaines complètement différents, ou quelqu'un qui est d'un domaine mais qui s'aventure un peu dans d'autres domaines, ça passe généralement extrêmement mal. Et pareil pour les cours, si vous proposez des cours comme ça qui couvrent plusieurs sujets, c'est compliqué. Et alors, quelle que soit la faculté d'où vous venez, hein, parce que par exemple, je parle d'histoire des sciences ou de philosophie des sciences, quand j'ai proposé des trucs, c'était mal accueilli, mais j'ai une collègue philosophe des sciences, justement, qui, elle aussi, a proposé des trucs, et elle aussi. Donc, je veux dire, ça ne vient pas de la faculté d'où on vient. D'un côté comme de l'autre, quand vous proposez des trucs, en tout cas, de mon côté, c'est souvent assez difficile à faire passer. Alors, je crois que quand j'étais aux États-Unis, j'ai vu une solution qui était intéressante. C'est le fait que lorsque vous aviez vous étiez dans un domaine de sciences, vous étiez obligé chaque année de prendre un cours qui n'était pas en sciences. Et pareil, quand vous preniez un cours qui était vous étiez, je sais pas, en sciences humaines ou quelque chose qui n'est pas du tout scientifique, eh bien, vous étiez obligé de prendre un cours chaque année en sciences dures. Et je trouvais l'idée absolument intéressante. Et c'est vrai que moi, par exemple, en ingénieur, on a eu des cours de droit, des cours de trucs complètement différents. Et quelque part, j'ai un époux qui, lui, en ingénieur, a eu histoire contemporaine. Il en parle encore des années après de son cours d'histoire contemporaine qu'il a adoré. Je crois qu'il y a vraiment moyen d'offrir comme ça des choses, quelque part des opportunités de bâtir une interdisciplinarité. C'est juste des petites gouttes. Un cours par an, c'est pas gigantesque. Alors évidemment, bon, vous avez l'occasion, oui, mais il n'y a déjà pas assez d'heures dans le cursus, machin, tout ça. Mais bon, je sais pas, un ou deux crédits, on peut les sacrifier, entre guillemets. Au final, au bout d'un cursus complet, avoir quelque chose qui est beaucoup plus intéressant parce qu'on va avoir quelqu'un qui va pouvoir penser de différentes manières et, à mon avis, donner un meilleur scientifique en sciences dures, donner un meilleur avocat ou un meilleur, je sais pas moi, historien. Enfin voilà. Donc je crois vraiment qu'à un moment, peut-être obligé à avoir un cours différent en expliquant pourquoi, parce que c'est vrai que si vous donnez juste le cours comme ça, et puis bon, je vais dire, les étudiants, ils doivent le prendre et puis ils s'en foutent, quoi, et qui passent complètement à côté du truc, c'est embêtant, mais donc il faut trouver évidemment des exemples intéressants, leur expliquer pourquoi vous le faites, mais je crois que si on le faisait, ça améliorerait certainement les choses. Merci. Et Adrien, cette idée de mélanger les disciplines avec plaisir. Ah ben, alors aujourd'hui, c'est très amusant parce que je vis des postures très différentes selon l'environnement dans lequel j'évolue. Lorsque je suis dans le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat et qu'on commence à discuter de ce qui nous passionne ou de ce sur quoi je me base pour étayer mes propos, je vais faire souvent référence à des théories scientifiques, des expériences qui ont été répliquées, prouvées, et je référence les auteurs. Et donc, les publics à ce moment-là qui m'écoutent me donnent une casquette. Donc, je ne suis pas scientifique, j'ai fait des études scientifiques pour m'amener à la recherche, même si j'ai pris une autre voie. J'ai cette sensibilité-là et on me donne cette étiquette-là.
de protocoles scientifiques avec parfois une certaine rigueur. Et donc, parfois, on n'ose pas dire certaines choses et on me donne cette étiquette-là. Par contre, lorsque je collabore, et je le fais souvent avec des scientifiques, avec l'Université de Liège en particulier, là, on me voit comme un entrepreneur, comme un créatif qui vient avec des idées un peu loufoques, qui vient un peu mettre de la dynamite dans des processus parfois qui sont perçus trop rigides. Et là, j'ai la posture de l'entrepreneur qui a plus de liberté que le protocole scientifique. Et donc, c'est toujours la même personne, évidemment. Mais c'est amusant de voir que lorsqu'on est dans des environnements très différents, les postures que l'on se représente sont différentes, alors qu'il y a toujours les mêmes choses qui m'intéressent. Et donc, je suis foncièrement la même personne, enfin, j'espère être cohérent par rapport à ce que je propose. Mais ce qui moi, m'a toujours intéressé, c'est que je trouve les individus toujours plus intelligents et plus sages et on va dire plus intéressants lorsqu'il y a confrontation d'avis différents, de pratiques différentes. Et donc, effectivement, parce que les choses sont tellement complexes aujourd'hui, n'avoir qu'une orientation, par exemple, en psychologie cognitive, que ce soit en neurosciences, que ce soit en biologie, que ce soit n'importe quelle science et n'importe quel courant, ce ne serait que trop réducteur par rapport à la masse d'infos que l'on a et à la réalité telle qu'elle est. Donc, en fait, ce n'est même pas un nice to have, c'est un must aujourd'hui que d'être transdisciplinaire. Sinon, on passe à côté de choses fondamentales et on reste dans nos biais et nos croyances. Merci. Alors, le temps est en train de s'écouler, évidemment. Le temps passe toujours vite quand on s'amuse. Et donc, je vais arriver à une question on a beaucoup parlé des individus, on a beaucoup parlé de disciplines, etc. Mais la question fondamentale aussi, c'est de savoir si cette éducation à l'esprit critique n'est pas un enjeu de société, point d'interrogation. Et donc, à un moment donné, est-ce que la société d'aujourd'hui, telle qu'elle est, avec la domination du côté économique, entre autres, les énormes différences et les inégalités qui existent dans cette société, est-ce qu'elle est vraiment prête à accepter l'esprit critique ou est-ce qu'il faudrait d'abord entreprendre un vrai changement de fond, voire de paradigme, comme certains utilisent ce mot-là, avant de seulement aborder l'idée d'esprit critique? L'un comme l'autre, quelle est votre réponse à cette question? Vous avez 2 minutes. Non, je ris. Vous avez un peu plus de temps. Allez, je vais me lancer. Moi, je dirais que ça me paraît évident que l'esprit critique est un enjeu de société parce que quand on prend des sociétés totalitaires, bah, tout simplement, c'est une des premières choses qu'on va éliminer. Hein. C'est clair, c'est l'esprit critique. Donc, je crois que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est important. Alors, on reste quand même encore dans des démocraties, donc a priori, l'esprit critique pourrait trouver relativement facilement sa place. Maintenant, on est dans une société qui est fort orientée résultat et où quelque part, on va plutôt essayer d'appliquer de jolies recettes qui fonctionnent bien. Et on va probablement avoir plus de mal à se dire, à essayer d'avoir du recul et ce genre de choses. On peut le voir moi je le vois dans les processus scientifiques et c'est pas nouveau. Je me souviens d'avoir lu un vieux bouquin de Chalmers qui est à mon âge, qui s'appelait Qu'est-ce que la science? Et à un moment, à la fin, il commence à réfléchir un petit peu à la science de son temps. Et quand je l'ai lu, je n'avais pas regardé la date du bouquin. Je me suis dit, oh putain, mais le gars, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et puis là, je me suis rendu compte que ce n'est pas nouveau du tout. Donc, c'est clair qu'il y a des problèmes qui sont identifiés depuis très longtemps. Et je crois qu'il faudrait justement vraiment, vraiment essayer de penser les choses. Et bon, personnellement, je pense effectivement qu'il faudrait à un moment un petit peu se botter le cul à pas mal de pans de cette société pour changer les choses. L'esprit critique va être une des composantes qui va permettre de le faire, mais probablement pas la seule, évidemment. Merci. Adrien? Oui, alors moi j'avais envie de renverser la proposition de départ, c'est de dire, je pense que l'esprit critique est un moyen comme un autre, mais est un moyen fondamental pour peut-être créer une société dans laquelle nous nous sentirions épanouis et acceptés tels que l'on est. Et donc, voir l'esprit critique comme un moyen est un moyen à développer justement pour améliorer les choses. Donc,
n'attendons pas. C'est un moyen comme d'autres pour modifier les choses et donc mettons des ressources pour développer ce moyen-là parce que ça passera entre autres, pas uniquement, mais entre autres, par le développement de l'esprit critique pour essayer d'avoir des sociétés qui sont plus accueillantes pour la diversité notamment. Merci beaucoup. C'est une excellente conclusion, puisque finalement, c'est bien ça. L'esprit critique est non seulement un enjeu de société, mais c'est un des éléments essentiels des changements à apporter dans notre société. Et donnons-nous les moyens et donnons-leur les moyens, même aux plus jeunes, d'apprendre finalement cet esprit critique et de l'appliquer à tous les niveaux, que ce soit au niveau des émotions, au niveau de la science, au niveau de la société dans son acceptation la plus large. Je vous remercie encore tous les deux. On aurait encore pu parler des minutes et des minutes, voire des heures, mais comme toujours, ces rencontres sont des exercices dans l'art de la frustration. Donc je vous remercie encore. Je remercie aussi Stéphane qui nous a rejoints et je remercie aussi Jean-Denis de ses interventions de cet après-midi et de cette rencontre. Je vous rappelle donc que pour celles et ceux qui nous auraient pris en route ou qui auraient été déconnectés en même temps que nous au moment où il y a eu un petit souci technique, que l'entièreté de la rencontre sera à revoir à mon avis dans quelques minutes ou grand maximum dès demain sur le site www.calliège.be ou bien sur le site www.illusion-expo.be. Je vous rappelle également que l'exposition Illusion dans laquelle s'inscrivent ces rencontres est prolongée, donc elle est prolongée jusqu'au 4 juillet. Il y a encore des places pendant la semaine pour venir visiter. Le week-end, c'est un tout petit peu plus difficile, mais je suis sûr que vous allez pouvoir vous glisser à un moment donné pour venir découvrir cette exposition. Et comme d'habitude, le Centre d'action laïque de la province de Liège vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres folles aventures dans le monde à la fois de l'esprit critique, de la réflexion et de l'échange. Merci beaucoup Yael, merci beaucoup Adrien, merci Stéphane et merci Jean-Denis si tu m'entends là où tu es. Voilà, merci à toutes et à tous et une excellente suite d'après-midi. Au revoir et avec plaisir.